Il y a 20 ans, je travaillais au Conservatoire national des arts et métiers dans le champ de ce qu'on appelle la psychodynamique du travail, c'est-à-dire l'analyse de la souffrance et du plaisir en situation de travail pour faire vite. Et nous avons formé à cette époque beaucoup de psychologues, mais aussi beaucoup de médecins et d'ergonomes, médecins du travail principalement. Or, les médecins du travail faisaient état d'une morbidité particulièrement élevée parmi les personnels des crèches, avec le sentiment finalement d'avoir peu de moyens pour y remédier, notamment du fait de profils de métiers et de carrière qui offraient peu de mobilité et de possibilités de reclassement. Les pathologies les plus saillantes étaient des lombalgies, ce à quoi les ergonomes répondaient en faisant part de leurs propres difficultés, puisque des adultes dans un environnement prévu pour accueillir des petits-enfants, ça pose des problèmes d'échelle pour les meubles, notamment les chaises, donc des problèmes ergonomiques difficiles à régler. Alors, toutefois, en travaillant de manière plus compréhensible, avec des entretiens de groupe et des observations en immersion, menées à l'époque par des psychologues du travail en formation, je pense en particulier à certaines qui ont fait vraiment carrière, comme Marie-France Custos et Virginie Sadoc. Donc, dans ce contexte, nous avons fini par essayer de comprendre les processus en œuvre à un niveau moins mécanique, moins postural, pour dire les choses, et plus psychologique. Alors, la plainte du mal au dos, comme toute plainte, au-delà de son fondement objectif, était porteuse également d'une contradiction. D'une part, par cette plainte, il s'agissait de trouver des mots, MOTS, pour adresser une souffrance. La plainte était un symptôme d'appel. Mais d'autre part, cette plainte, comme toutes les plaintes, était défensive. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle disait empêchait aussi de dire autre chose. Il aurait été beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat de dire « j'en ai plein le dos des enfants », du bruit qu'ils font, des agrippements, de l'agitation. De même, il est sans doute beaucoup plus facile de dire du mal des parents, de se plaindre des parents que des enfants. Donc vous voyez bien qu'on croise immédiatement la dimension de ce qu'on appelle le genre, et dont il a déjà été beaucoup question ce matin, ou des identités de genre, c'est-à-dire de ce qui est socialement attendu des femmes ou des hommes. Les métiers de la petite enfance, je passe rapidement, on l'a dit déjà beaucoup, sont traditionnellement féminisés. Ils s'inscrivent dans le continuum des activités domestiques et d'élevage des enfants dans la sphère privée, ce qu'on appelle parfois la sphère reproductive, et sont donc perçus dans un continuum, ça a été dit aussi, avec la maternité comme expression et activité naturelle des femmes. Dans l'imaginaire social, c'est-à-dire dans le grand stock d'images, de représentations, de stéréotypes, de clichés qui constituent le fond implicite de beaucoup de nos pensées individuelles et plus encore de nos pensées collectives, une femme aime les enfants. Aussi, dire qu'on ne peut plus les supporter, c'est un aveu doublement compromettant. Ça compromet le choix de métier, est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'on n'a pas la fibre, on n'est pas fait pour ça, etc., pas fait pour ça. Mais ça compromet, en fait, simultanément, et d'une manière beaucoup moins indicible encore, l'identité personnelle dans ses dimensions genrées. Est-ce que je suis vraiment une femme si je n'aime pas les enfants ? Alors, je me contente de mentionner, sans m'y arrêter, Nicole y a fait allusion déjà, une autre contradiction, ou un nœud de conflit, c'est-à-dire la prescription qui voudrait que dire qu'on aime les enfants serait non professionnel. On voit que finalement la source est la même. D'un côté, maternité, féminité et travail en crèche sont intriqués au niveau des représentations sociales. D'un autre côté, se professionnaliser implique de se distancier du modèle maternel, mais au risque d'occulter les dimensions affectives de l'activité auprès des enfants. D'une certaine manière, il n'est possible ni de dire qu'on aime les enfants, ni de dire qu'on ne les aime pas ou plus. Voilà, à des degrés extrêmement divers, en fonction des lieux, des configurations d'équipes et des organisations. La parole sur les affects risque ainsi d'être réprimée. Or, je ne vais pas le développer, ce serait trop technique, mais ce qu'on appelle la répression psychique, c'est-à-dire l'empêchement de dire, penser, sentir, tout ça, ça va ensemble, fait le lit de la somatisation. On peut donc soulager le mal au dos, pas seulement par des moyens ergonomiques, mais aussi en créant des espaces de parole sur le travail.
Alors, nous avons alors commencé à nous intéresser non seulement aux conditions de travail, la hauteur de la chaise, le bruit, mais aussi à l'organisation du travail. De ce point de vue, nous avons insisté sur le caractère cyclique de la temporalité au travail. L'organisation de la journée en crèche est étroitement tributaire du cycle des enfants, repas, change, sieste, ce qui tend, si on n'y prend pas garde, à la rigidifier. Par ailleurs, cette routine est sans doute renforcée du fait que les enfants ne sont jamais les mêmes, mais ils ont toujours le même âge. C'est-à-dire que les contraintes psychiques liées à la dépendance de l'enfant, dont on sait qu'elles évoluent avec l'âge et le développement dans l'indication d'un enfant à soi, ici ne connaissent guère d'évolution. Donc ce n'est pas du tout la même situation que la parentalité, en fait. Ou en d'autres termes, la lutte contre la souffrance au travail implique une lutte constante contre des éléments qui ne cessent de faire retour, avec un risque de routinisation, d'ennui et de perte de sens, mais aussi une répétition qui, en cas de fatigue ou de débordement, peut tout à fait engendrer de l'agressivité ou de la destructivité. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça relève d'une évidence, mais il y a 20 ans, je crois qu'on a été parmi les premiers à montrer que, contrairement à l'idée reçue, la pénibilité du travail en crèche était importante et que l'on ne pouvait en aucun cas continuer à penser ces métiers en termes de postes légers versus postes lourds. Léger pour les femmes, lourd pour les hommes. C'était souvent comme ça. Et on ne pouvait pas non plus se permettre de penser que ces postes soi-disant légers, c'était bien pour les femmes. Autour des travaux de Marie-France Custos, on a pu montrer que le confinement du travail dans un espace clos, sans public autre que les enfants et les collègues, collègues femmes, avait aussi pour effet de favoriser des formes de régression et de désaffectation du corps érotique, du type utilisation de vêtements de type jogging informe sur lequel les enfants peuvent se vautrer, baver, renverser, etc. Ou encore pratique boulimique, notamment avec les yaourts ou compotes des enfants, etc. Ces conduites posaient la question de la manière dont le corps des femmes est sollicité dans l'agrippement constant par les enfants. Il y a une espèce d'effacement du corps érotique et on peut se demander d'ailleurs, on peut faire quelques hypothèses autour de ça, si cet effacement lui-même n'est pas aussi une défense contre un afflux d'excitation dans le contact constant avec les enfants, dans cette coexistence permanente avec la sexualité préoedipienne, pour le dire dans des termes plus psychanalytiques. Voilà. Alors, lors d'une discussion récente où nous participions, Nicole et moi, dans une soutenance de thèse consacrée aux EJE, alors je ne savais pas que ça venait, en tout cas, parlant des éducateurs, donc d'une présence masculine à la crèche, certains disaient en plaisantant, c'est le loup dans la bergerie. Nicole a repris aussi cette expression, et c'est pas faux. Dans cet univers saturé par les pulsions partielles, par l'archaïque, la présence d'adultes différents, et notamment différents parce que des hommes, est certainement importante, au moins autant pour les enfants, à qui cela offre quand même, on l'a dit, j'y reviens pas, plusieurs modèles d'activité d'identification, mais c'est aussi important pour les adultes en fait. Alors c'est quelque chose qu'on sait très bien dans un autre univers de confinement, l'hôpital psychiatrique. C'est un univers de confinement aussi, on travaille aussi beaucoup en milieu assez fermé. Une équipe gagne beaucoup quand ses membres sont différents, alors en termes d'âge, d'expérience, de genre. Ça permet de faciliter, alors pour les psychotiques, ce qu'on appelle les greffes de transfert sur ces différents supports qui sont ainsi offerts, mais je pense également que ça facilite le travail pour les soignants en créant plus d'opportunités finalement d'être surpris par le point de vue ou la façon de faire des autres soignants, donc moins de risques de s'enquister dans des routines défensives, on peut dire, de la psychothérapie institutionnelle, qui est à la fois un mouvement et une théorie, qui a été développée par François Tosquelles, par Jean Horry, qu'elle a développé une culture de l'hétérogénéité des personnels comme outil de désaliénation. C'est un point de vue fort, mais c'est vrai que dans des métiers féminisés à 96%, cette hétérogénéité est plus difficile à instaurer, d'autant qu'elle se heurte, comme nous allons le voir, à des processus de conformisation de genre. Alors, ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir quand on s'intéresse au monde du travail en général. L'univers du travail se caractérise à peu près partout par une pression collective à la conformité. Celui ou celle qui arrive dans une équipe devra se conformer à des règles sociales, langagières, techniques et même éthiques.
et ne sera intégré que lorsqu'il aura montré finalement son allégeance, sa subordination aux manières de dire, de faire et de juger le travail dans cette équipe. Après, il pourra amener de la nouveauté, mais il faut déjà qu'il se conforme. Ces règles dites de métier, par ailleurs, comportent toujours une dimension défensive qui vise à protéger de la souffrance au travail. Généralement, cette dimension défensive consiste à empêcher que certaines choses se disent, donc se pensent, et si elles se pensent, génèrent de la souffrance, que ce soit sous la forme de la peur, de la compassion ou de l'angoisse morale. Par exemple, on ne peut pas dire sur un chantier du bâtiment qu'on a peur. C'est une règle défensive, mais c'est une règle. Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans une crèche? Comment réaliser, c'est programmatique, je dirais, comment réaliser dans ce milieu ce qu'on appelle une sémiologie du négatif, c'est-à-dire une sémiologie de ce qui ne se dit pas. Pas simplement regarder ce qui se dit, mais penser à ce qui ne se dit pas. Donc Virginie Sadoc avait montré dans une crèche destinée aux enfants des personnels d'un hôpital que les auxiliaires gommaient, effaçaient dans le récit qu'elle faisait de la journée de l'enfant à ses parents toutes les dimensions déplaisantes. Les pleurs, les bagarres, les griffures, il a mal mangé, il a vomi son yaourt. Ce qu'elle désignait, Virginie Sadoc, comme enjolivement de la réalité. Ce discours enchanté est un discours vraisemblablement défensif pour s'épargner certaines représailles des parents, sans doute, mais c'est un discours qui sert également à préserver le sens du travail. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point plus intéressant, c'est aussi ce qu'on appelle un savoir-faire discret. C'est un savoir-faire discret au sens où il anticipe ses conduites, ses pratiques, anticipe sur ce que les parents veulent entendre. Il évite de les inquiéter, mais aussi, de même qu'il gomme certains événements désagréables, il gomme certains événements plus heureux, cette fois-ci, les premiers pas de l'enfant, par exemple, pour ne pas en priver les parents. Bref, cet enjolivement a aussi une dimension éthique, de care, c'est-à-dire d'attention et de souci envers les parents. La difficulté, c'est que cet enjolivement contribue largement, évidemment, à rendre le travail qui a été réalisé invisible. Mais revenons sur la conformité. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, Dominique Dessort, qui était une de mes collègues, chercheuse au CNAM, disait qu'il fallait se méfier des équipes où tous les opérateurs ou toutes les opératrices présentaient des caractéristiques homogènes. Et l'exemple habituel qu'elle donnait était au masculin. Elle disait « homme blanc du même âge, du même parti politique, etc. » Cela voulait dire, selon elle, que d'autres personnes, avec des profils différents, des femmes, des hommes non blancs, n'avaient pas pu s'adapter aux règles du collectif, et il fallait arriver à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, dans l'activité, s'avérait discriminant et finalement construisait, réclamait une telle homogénéité. Alors Dominique Dessort l'a elle-même magistralement montré à propos des obstacles à la féminisation dans un certain secteur des douanes. Et donc, sans entrer dans le détail, elle a montré que les femmes étaient exclues des rites d'initiation ou de bizutage qui permettaient de construire la confiance entre ces douaniers, qui étaient des douaniers armés, parce qu'on pensait en haut lieu que les femmes étaient trop fragiles pour endurer ces rituels extrêmement cruels. Les douaniers parlaient de torture morale, c'était pas rien. Et qu'elles allaient du coup craquer et en divulguer l'existence publiquement. Donc pas de bizutage pour les femmes. Les femmes, et c'est très important, dans ces services des douanes, introduites de surcroît au compte-gouttes, devaient faire leurs preuves autrement. Et cela passait notamment dans des rapprochements intimes avec certains collègues. Il y avait donc ce que les douaniers appelaient des histoires de femmes. C'est ainsi que les douaniers leur faisaient porter la responsabilité d'histoires dont ils n'étaient pas moins partenaires. De fait, les discussions avec les femmes, cette fois-ci, montraient qu'elles-mêmes n'avaient que mépris pour le côté viril et cow-boy de leurs collègues, qu'elles décrivaient s'alcoolisant collectivement dans des bars collectifs clandestins au sein de la douane. Et donc, du coup, là aussi, ce point de vue péjoratif sur la bande des douaniers ne pouvait céder qu'occasionnellement dans des relations individuelles
avec les risques que ça implique, qui sont toujours plus forts pour les femmes en général, hein, mais qui font, comme on sait, le charme des séries policières. Concernant les difficultés sociales et psychologiques des femmes à intégrer des groupes très masculinisés et fonctionnant sur les défenses de la virilité. Hein, sur la virilité, c'est cette idée défensive qu'un homme, un vrai, n'a pas peur, n'a pas de doute, endure sans maudire, méprise les faibles, etc. Donc sur les difficultés des femmes pour intégrer ce type de collectif, hein, on dispose aujourd'hui de beaucoup de connaissances, à la fois cliniques et théoriques. Concernant les hommes dans les métiers féminisés, en revanche, nous avons en réalité peu de connaissances qualitatives à propos des processus qui permettent leur intégration, et nous savons finalement peu de choses sur leurs éventuelles difficultés psychologiques. Sans doute, on peut faire l'hypothèse que les loups dans la bergerie sont mieux accueillis que les brebis dans la meute des loups, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas pour autant des difficultés pour un homme à vivre dans un collectif féminin. Par ailleurs, ces difficultés sont sans doute masquées, voire surmontées, grâce au meilleur succès, on en a parlé, que les hommes rencontrent dans la progression de carrière et le fait qu'ils se retrouvent de façon plus régulière dans des postes de management ou de formation. Voilà, donc on peut dire ils bénéficient sans doute, comme tous les hommes, de certains privilèges en termes de disponibilité temporelle, et en ce sens, on peut le dire clairement, les hommes ne sont pas des travailleuses du care comme les autres, puisqu'ils ne sont pas assignés de la même façon à la double tâche, et que donc, ils ont sans doute moins à faire à la maison que les femmes. En tout cas, c'est très net chez les hommes infirmiers, je ne vois pas pourquoi ça serait si différent chez les EJE. Voilà. Alors, même si on a peu de connaissances sur les difficultés des hommes dans les métiers féminisés, néanmoins, je pense pouvoir éclairer un peu ces difficultés en donnant, à partir de ma connaissance du milieu infirmier, des éléments qui vont, pour ainsi dire, troubler le genre, en montrant que toutes les femmes, loin de là, ne se conforment pas facilement aux règles sociales d'un milieu féminisé. Je prendrai des exemples chez les infirmières et les aides-soignantes, en fait. Dans les métiers de service à la personne, il existe une double pénibilité. Il y a une pénibilité physique qu'il ne faut jamais sous-estimer, encore une fois, pas de poste léger, mais aussi une pénibilité psychique en relation avec l'attention qu'il faut déployer pour tenir compte des besoins de tout le monde et généralement de tout le monde en même temps, dans des relations marquées par une forte dépendance et qui engage des aspects affectifs inévitables, attirance, dégoût, empathie, compassion, excitation, etc. Dans le travail auprès d'enfants ou de personnes dépendantes qui ne vont pas manifester si clairement, ni les uns ni les autres, ce qui peut les angoisser, les rendre tristes ou agités, il existe une marge d'incertitude quasiment irréductible quant au bien fondé de l'action. L'expérience du travail de care est indissociable d'une incertitude morale. Est-ce que j'ai bien fait de m'y prendre comme je l'ai fait ? Existait-il une meilleure solution ? Ces questions ont besoin d'être formulées au quotidien et adressées à des pairs, PIRS, c'est-à-dire à des personnes qui comprennent de l'intérieur les enjeux du travail. C'est pourquoi les espaces de pause et les espaces informels sont si importants. Pas seulement pour le repos des corps, aussi, mais aussi pour pouvoir élaborer les ambiguïtés de la pratique. Ces espaces informels, au moins aussi importants, j'insiste, que les temps de formation, sont le lieu où se développe une activité qui, en elle-même, est un travail indispensable au travail. Cette activité, c'est ce qu'on appelle l'activité déontique, c'est-à-dire celle qui consiste à construire et à transmettre des règles de métier. Parmi ces règles, je vais distinguer ici les règles sociales, qui sont toutes celles qui fixent le vivre ensemble. Comment se faire confiance, comment arriver à vivre ensemble. Donc ça concerne la présentation de soi, la politesse, la convivialité, etc. Je me souviens très bien d'un stage de formation réalisé, d'un stage de formation réalisé dans un EHPAD il y a quelques années, qui était un stage qui se déroulait sur plusieurs semaines. Rituellement, le vendredi, les aides-soignantes arrivaient avec des gâteaux faits maison
Et la fin de l'après-midi se transformait en un goûter assez pantagruélique, où il fallait manger de tout et faire des commentaires élogieux. Il n'y avait pas d'hommes dans ce groupe et personne non plus ne semblait être au régime. Alors, que signifiait cet étalage de compétences culinaires et les compétitions, en fait, entre cuisinières que cela impliquait et dont j'étais en tant que formatrice dédouanée, mais je n'étais pas dédouanée de manger. Alors, ici, donc, un espace semi-public, le travail est utilisé pour faire reconnaître des compétences domestiques habituellement peu visibles. Et ces compétences reconnues sont à la base aussi d'une nouvelle hiérarchie dans l'équipe qui permet à certaines d'être, pour ainsi dire, promues, c'est le cas pour les aides-soignantes, ou acceptées pour les jeunes infirmières. Comme on l'imagine, pour les mauvaises cuisinières, heureusement d'ailleurs que je n'étais pas conviée à cuisiner, pour les mauvaises cuisinières, l'heure du goûter est une épreuve redoutable. Dans une autre circonstance, une jeune infirmière demandait une mutation, tout en disant qu'elle n'avait rien à reprocher ni à l'activité du service, ni à ses collègues, mais qu'elle souhaitait partir quand même. En creusant un peu ce paradoxe, il est apparu que ce qui lui pesait particulièrement étaient les temps de pause, où les infirmières exhibaient les photos de leurs enfants en bas âge et les comparaient. Pour cette jeune femme qui n'avait pas d'enfant, ce rituel était aussi niais qu'insupportable. Elle n'y avait d'autre rôle que celui de devoir s'extasier sans cesse, sans avoir elle-même rien à montrer. Quelques années plus tard, une collègue qui participait au comité de rédaction d'une revue féministe se plaignait que les discussions informelles tournaient beaucoup autour des petits-enfants. Et cette célibataire s'irritait de cette assemblée d'intellectuels maintenant transformée en concours de la meilleure grand-mère. Voilà, déjà, ça, il y en a pour tous les Les collectifs féminisés construisent ainsi leurs règles de métier en y intégrant des composantes du travail domestique et de care. Avec Christophe Dejour, nous avions donné le nom de muliérité, ça vient de mulière, femme en latin, à ces processus collectifs qui imposent à l'ensemble des femmes d'un collectif féminin de se conformer à des règles domestiques et ou réservées destinées aux femmes. Ou en d'autres termes, qui demandent aux femmes, je vais le dire comme ça mériterait évidemment des développements beaucoup plus longs sur le plan théorique, de faire la femme, de se tenir à la place qui convient aux femmes et notamment de ne pas briguer le pouvoir. Mais cette normalisation est trompeuse. Il s'agit à la fois d'abraser les différences, d'imposer une certaine norme, mais aussi de rejouer, je l'ai dit déjà, autrement les rapports de pouvoir à l'intérieur du groupe professionnel, par exemple entre aides-soignantes et infirmières, autour de compétences qui ne dépendent pas des diplômes. On joue un autre jeu. Les concours de gâteaux peuvent évoquer une certaine douceur, mais en réalité, ils sont aussi au service d'une implacable dynamique de pouvoir. Car au sein de cette conformité, il s'agit bien de se distinguer. Alors, ça nous amène à une question qui est un petit peu plus large, qui est la question de savoir pourquoi les femmes supportent-elles mal les hiérarchies entre elles. Pourquoi est-il plus facile à une secrétaire d'obéir à un homme qu'à une femme, par exemple, ou à une femme de travailler avec sa secrétaire, ça peut être difficile aussi. Ces constats empiriques ne sont pas complètement théorisés, mais on voit bien comment, j'aime pas cette expression, mais je vais l'utiliser pour des raisons de commodité, l'intériorisation des normes de genre joue ici à plein contre les femmes. Celles-ci, souvent, ne supportent pas si aisément qu'une d'entre elles occupe une position masculine au sens social du terme, c'est-à-dire une position de pouvoir. Les hommes minoritaires en profitent, évidemment. En ce sens, non plus, les hommes ne sont pas des travailleuses du care comme les autres. Ils ne sont pas sommés de faire la femme et peuvent exprimer leur autorité. Celle-ci est déjà légitime. Bien sûr, tout changerait si la mixité n'était pas, comme l'a dit Nicole, embryonnaire. Et si les hommes n'étaient plus minoritaires et si s'installait une vraie mixité dans les crèches. Et pour cela, il faudrait surmonter la phase au compte-gouttes, qui est la phase actuelle, on a vu les chiffres. Cette révolution ne peut se faire qu'au prix d'un effort politique et volontariste de quotas ou tout autre dispositif qui permette de faire rentrer les hommes massivement, avec, évidemment, ça a été dit et on ne le dira jamais assez, une attractivité au niveau des salaires.
Et on sait bien où le bas blesse de ce point de vue. Les rapports de pouvoir et le désir de les conjurer ne disparaîtraient pas forcément, mais cette conjuration prendrait assurément d'autres formes que celle de la mulierité. Le groupe des adultes serait aussi plus sexualisé, moins sollicité par la régression, plus différencié que celui des enfants. Mais sommes-nous prêts à une telle révolution? Ce n'est pas sûr, car précisément le loup dans la bergerie introduit ce que nous percevons comme un excès de sexualisation. Ça a été dit déjà. Les hommes présenteraient un risque pédophile. Ils ne pourraient pas choisir un tel métier pour de nobles raisons. Eux non plus ne pourraient finalement pas aimer les enfants. Leur amour serait louche, teinté de pulsions partielles. Alors, pourquoi eux et pas elles? Au début, alors je vais vous raconter une petite anecdote pour conclure. Au début de la psychanalyse, à la Société psychanalytique de Vienne, la première femme à y être autorisée, qui est une médecin gynécologique, qui s'appelle Margaret Iferding, donna une conférence où elle affirme que l'enfant est le premier objet sexuel de la mère. Entendons-nous bien, elle ne parle pas de la mère séductrice, comme dans le 3e essai sur la sexualité de Freud, mais d'une réalité beaucoup plus troublante, la séduction de l'enfant sur l'adulte qui s'en occupe. Son propos sera rejeté comme inaudible par cette assemblée d'hommes qui préféreront disserter à loisir sur les mauvaises mères, et Margaret Iferding partira très fâchée en disant qu'elle n'a pas été comprise. Donc, j'avais écrit il y a quelques années que le sexuel était, pour ainsi dire, encastré dans la situation du care primordial, le care délivré aux petits-enfants. Si, comme le dit Nicole Mosconi, le care n'est pas une activité, une compétence ou une éthique féminine, au sens où elle serait réservée aux seules femmes, mais une activité humaine où chaque humain, alors qui est en contact avec les enfants, risque toujours d'être séduit, excité par ces enfants qui sont à croquer, comme on dit. Nous étions avec le loup dans la bergerie, déplaçons-nous dans le lit du petit chaperon rouge. Chaque humain est un ogre en puissance, mais la société traite de façon très différentielle la voracité sexuelle des hommes et celle des femmes. Sont-ils réellement plus dangereux, plus promptes à passer à l'acte? À mon avis, la question est très très mal formulée. Car les pervers ou les perverses n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et celui qu'ils sont susceptibles d'avoir dans un collectif où les instances de délibération et d'activité déontique fonctionnent est réellement très faible, pour ne pas dire inexistant. Ça déplace donc le problème de la responsabilité de l'individuel vers le collectif. Le collectif est aussi ce qui permet d'ailleurs de démarquer la professionnalité du maternel, car dans la plupart des métiers de la petite enfance, par différence avec ce qui se passe dans la relation parent-enfant, le travail peut faire l'objet d'arbitrage collectif. La construction d'une culture de métier articulée au collectif ne nécessite pas forcément de nier l'amour des enfants, car nous manquons de mots pour nommer les affects et ce terme polysémique recouvre en réalité des expériences affectives très variées. Le collectif, précisément, permet d'en élaborer les diverses expressions. Dans une société où les hommes sont plus suspects que les hommes de ne pas maîtriser leurs pulsions, leur présence en nombre dans les métiers de la petite enfance pourrait être une occasion pour toutes et tous de réfléchir autrement sur les formes de subjectivation dans le travail afin de transformer durablement les cadres qui structurent la division sexuée du travail. Et s'il est vrai que les milieux professionnels de la petite enfance produisent des normes de comportement et de bonnes pratiques pour les enfants, pour les parents, pour les enfants mais aussi pour les parents, ce pourrait être l'occasion encore d'autres transformations. Je vous remercie.